est-ce qu'on arrive? Quand est-ce qu'on arrive? Quand est-ce qu'on arrive? C'est quand qu'on arrive? Je t'ai déjà répondu. Et j'ai trop hâte. Nina. J'ai trop hâte. Ah bon? Mais enfin, tu te rends pas compte ou quoi? Je te signale qu'il y a une vraie capsule Soyouz dans laquelle on peut rentrer. Ah oui? Mais oui! Et on peut visiter la station Mir aussi. Tu te moques de moi. Ça t'arrive tous les jours, toi, de rentrer dans un vaisseau spatial? Je crois pas, non? T'es vraiment surexcité. Nous avons encore un peu de route. Profites-en peut-être pour te reposer un peu. Profite-en pour te reposer un peu. Je suis même pas fatiguée. C'est pas possible, j'y crois pas. Je suis dans Soyouz. Bonjour. C'est pas vrai, c'est que je l'ignorais. Enchanté. Et toi, tu es? Nina. Que puis-je faire pour toi, Nina? Bah j'ai 1000 questions à te poser. Mais je suis un peu timide parce que quand même là c'est fou. Qu'est-ce qui est fou? Bah, tu es allé dans l'espace? Oui, 2 fois. Et qu'est-ce que tu voudrais savoir? Bah d'abord, comment t'as fait pour aller dans l'espace? J'ai pris une fusée pour aller dans l'espace. Une fusée Soyouz avec mes collègues russes. Et au sommet de cette fusée Soyouz, il y a une petite capsule qu'on appelle aussi la capsule Soyouz. Et ça, c'était mon vaisseau de transport pour partir de la Terre, aller en orbite autour de la Terre et venir amarrer à la station spatiale. T'as pas eu un petit peu peur quand la fusée a décollé? Le voyage avec la fusée, c'est un moment qui est un petit peu particulier parce que tu démarres sur le pas de tir, ta fusée est immobile, vitesse 0. Et il faut que tu atteignes une vitesse de 28 000 km/h pour être en orbite satellisée autour de la Terre. Et donc tu imagines que pour passer d'une vitesse de 0 à une vitesse de 28 000 km/h, il faut une fusée super puissante, avec une énergie. Et ça, c'est un moment qui dure pas très longtemps. C'est 8 minutes 45 secondes. Et après 8 minutes 45 secondes de poussée très très forte, hop, la petite capsule dans laquelle on est les 3 membres d'équipage se trouve en orbite autour de la Terre. Et plus aucune force. Et c'est là où tu vois sur les images les petits objets qu'on a avec nous, notre stylo, notre petit nounours qui se mettent à flotter. On est en microgravité. Donc, c'est un petit peu compliqué. Il faut être très vigilant, concentré, on s'est beaucoup entraîné. Et je crois qu'on a confiance. Confiance dans ce qu'on sait faire, confiance dans la fusée, dans les équipes au sol qui nous ont préparés, et puis confiance dans les 3 membres d'équipage. L'équipage, c'est important. Et donc, je parlerai pas vraiment de peur. Je dirais concentration, confiance. J'ai appris, je sais, je suis prête. J'ai appris, je sais, je suis prête. Ok. Il y a une école de l'espace? Il n'y a pas vraiment d'école de l'espace, mais une fois que tu as la chance d'être sélectionné pour devenir un astronaute, là tu commences un entraînement. Et l'entraînement, moi je l'ai fait en Russie, c'est un entraînement dans des simulateurs où tu répètes tout ce qui va se passer pendant le vol parce que c'est quand même un petit peu compliqué, il y a beaucoup de choses à apprendre. Il faut que tu aies aussi une bonne condition physique, il faut que tu apprennes à parler des langues, l'anglais, le russe et pas simplement ta langue française ou la langue européenne qui est la tienne. Il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre et c'est un petit peu une école pour se sentir à l'aise quand on va partir pour la vraie mission. Bah, ça veut dire qu'il faut avoir des bonnes notes pour devenir astronaute. Les astronautes, il y a plein de métiers différents. Il y a des astronautes médecins, des astronautes chercheurs, des astronautes pilotes, des astronautes qui sont des militaires, des astronautes qui sont pas des militaires, des astronautes spécialistes des volcans. Mais on a tous quand même effectivement une bonne formation. On a bien travaillé à l'école, on a à la fois déjà un bon métier. Tu deviens pas astronaute à l'âge de 8 ans. Et puis ensuite tu apprends beaucoup de choses nouvelles. Moi, j'étais un médecin, chercheur, et j'ai appris dans cette école des astronautes à l'entraînement à devenir un ingénieur et même à devenir un pilote.
Donc tu démarres avec un métier, puis tu apprends plein de métiers parce qu'à bord tu fais plein de choses différentes. T'as toujours voulu faire ça? J'étais une petite fille très curieuse, très sportive. Je posais toujours des tas de questions. J'aimais beaucoup aller à l'école aussi. Et j'ai eu la chance de pouvoir voir sur la télévision un été. C'était en juillet 1969 et j'étais une petite fille de 12 ans. Eh bien, j'ai vu le premier pas de l'homme sur la Lune. Et c'était un moment magique, quelque chose que j'arrivais même pas à imaginer. Et ce jour-là, c'était la réalité. Et ça m'a donné envie, moi aussi, de tenter des aventures, peut-être un petit peu impossibles. Mais au fait, ça dure combien de temps le voyage pour rejoindre la station? Normalement, le voyage de Soyouz jusqu'à la station internationale, ça peut durer jusqu'à 48 heures. Mais aujourd'hui, on va beaucoup plus vite. Le dernier tir d'une capsule Soyouz, elle est venue s'accrocher à la station en moins de 3 heures. Et en fait, c'est pas plus loin que quand tu vas chez ton grand-père ou ta grand-mère pour les vacances. Bah, c'est vrai, je n'avais pas pensé. Viens, on va la visiter. Tu veux dire que tu vas me faire entrer dans la station? Dans la station Mir, oui. C'est dingue. Waouh! Mais tu dormais où? Là, mon sac de couchage. Mon sac de couchage était accroché dans une petite cabine. Alors là, on a l'impression qu'il est vertical. Mais quand tu es en microgravité, tu flottes dans ton sac de couchage, tu l'accroches à la paroi, mais vertical, horizontal, ça veut plus rien dire. Tous tes muscles sont relâchés et tu dors très bien. Est-ce que c'est difficile dans la station de mettre son jogging comme tu voles? Quand tu arrives dans la station spatiale, il y a plein de choses qui te surprennent. D'abord, retrouver des repères. Le haut, le bas, la droite, la gauche, derrière, devant. Il faut que ton cerveau reconstruise un petit peu tout ça. Et puis après, il faut que tu apprennes à te déplacer différemment. Parce que tu vas pas marcher en avançant un pied sur l'autre. Tu vas donner une impulsion sur une paroi. Mais si tu donnes une impulsion trop forte, hop, tu vas prendre trop de vitesse, tu auras donné trop d'énergie et tu vas aller t'écraser sur le mur d'en face ou tu vas te cogner la tête sur le plafond d'un module. Si tu as ton crayon dans la main avec ton calepin pour faire une expérience, si tu poses ton calepin comme ça et que tu te retournes pour prendre autre chose, et tout va se mettre à flotter. Donc il faut apprendre à coincer les choses sur des velcro, sur des straps. Et même chose pour ton pantalon. Tu te dis, voilà, je mets mon pantalon, j'ai pas le temps tout de suite, je le laisse là, et tu te retournes 3 secondes après, et ton pantalon, il est plus là, il est passé dans le module d'à côté. Mais tu manges quoi? Là, dans la station Mir, tu peux voir, je crois, quelques nourritures qu'on a dans l'espace. On a des boîtes de conserve. Alors, elles sont préparées très spécialement parce qu'il faut pas qu'il y ait de sauce, il faut pas qu'il y ait de miettes. Parce que sinon, si tu ouvres la boîte, ben, ça va se mettre à flotter partout dans la station. Donc, ces boîtes, on peut les réchauffer. On a une espèce de petit four qui permet de chauffer la nourriture et on la mange avec des cuillères, des fourchettes. Il n'y a pas de couteau parce qu'il n'y a rien à couper. Et il y a une deuxième type de nourriture qu'on a, c'est des sachets avec de la poudre dans laquelle on va rajouter de l'eau. C'est de la nourriture lyophilisée. Alors ça peut être les soupes, les thés, les cafés, mais ça peut être aussi des pâtes qu'on va réhydrater. Ça, c'était à l'époque de la station Mir. Dans la station spatiale internationale, il y a beaucoup plus de choix de nourriture. Et si tu regardes les images aujourd'hui des astronautes à bord, ils mangent des tapas, des fajitas, ils mangent des steaks reconstitués, ils mangent des glaces, ils mangent du fromage. Voilà, on boit pas d'alcool. Mais pour le reste, il y a tout ce qu'il faut à bord. Du coup, ça veut dire que si tu manges une glace, et après il y a des gouttes de glace, ça sauve, il tombe et après ça vole. Il faut faire très attention avec les liquides. Si tu nous vois boire dans un sac plastique dans lequel on a reconstitué un liquide, tu vois qu'il y a une paille. Et tu bois avec la paille. Mais tu as sûrement vu des images, et on le fait tous, parce que quand on est dans la station, nous, cosmonautes, astronautes, on redevient un petit peu des enfants, comme toi. Alors, on appuie et on forme une bulle de liquide au bout de la paille. Et on retire la paille, et la boule de liquide, elle flotte.
Et ces bulles, ensuite, on essaie de les boire en approchant tout doucement notre lèvre de la bulle et on aspire l'intérieur de la bulle. Tout ça, c'est quand on fait attention. Alors, si on fait pas attention et qu'on cogne la bulle, qu'on la percute, là, effectivement, ça va faire plein de petites gouttelettes, comme tu le disais. Et après, voilà, l'astronaute, il doit aller nettoyer le mur contre lequel les gouttelettes se sont fracassées. Et ça, tous les samedis, c'est le grand nettoyage de la station spatiale pour essayer, de rendre cet endroit à la fois efficace pour le travail, beaucoup de travail, beaucoup de laboratoires, et puis agréable à vivre. Même dans l'espace, faut faire le ménage, quoi. Ben oui. Alors, les hommes et les femmes, il n'y a pas de différence. On fait tous les différents métiers. On fait de la recherche, on fait de ce qu'on appelle la maintenance, c'est-à-dire réparer le ventilateur, la fuite dans quelque chose. Voilà, on met tous les mains dans le système pour le réparer. Et puis le ménage, tout le monde s'y colle. Maintenant, on recherche quoi dans l'espace? Dans l'espace, on fait plein de recherches parce que c'est un endroit qui n'existe pas au sol. Mais il n'y a pas la force de gravité, donc on regarde comment le corps humain, comment une plante va se développer. Et même on se pose des questions sur comment les animaux vont se développer. J'avais emmené avec moi dans mes 2 missions spatiales des pleurodèles. Alors pleurodèles, c'est le nom savant des salamandres. Des petites salamandres qui ont flotté dans l'espace et qui ont pondu. Et c'était une recherche. Essayer de comprendre comment va se développer un organisme quand il n'y a pas la gravité pour lui donner sa forme, sa structure. Et donc un jour, on aura des vétérinaires dans l'espace. Mais moi, je veux être vétérinaire quand je serai grande. Eh bien, peut-être, un jour, tu iras dans l'espace faire des expériences sur ces sujets des animaux, de leur développement. Ça ressemble à quoi la Terre de là-haut? Quand tu regardes par le hublot de la station spatiale, tu vois un morceau de la Terre. Tu vois pas toute la Terre parce qu'on n'est pas si loin que ça. On est à 400 km autour de la Terre. Donc on voit pas la Terre toute ronde. Mais on voit un tiers de Terre. Et en tout cas, tu vois bien qu'elle est ronde, qu'elle est bleue, qu'elle est blanche. 3/4 de la surface de la Terre, c'est des mers, des océans. Elle est blanche parce qu'il y a beaucoup de nuages. Et surtout, tu vois que tout autour, c'est noir. C'est le cosmos noir. Et elle est toute seule, cette Terre. Elle est isolée, elle est magnifique. Elle porte la vie. Quand on tourne autour de la Terre, en 1h30, 90 minutes, pendant la moitié d'1h30, 45 minutes, on voit la Terre de jour. Et les autres 45 minutes, on voit la Terre de nuit. Et de nuit, tu vois les lumières des villes. Et donc tu vois la vie, les êtres humains qui sont sur la planète. Et tu te dis, cette magnifique planète, c'est le seul endroit où il y a la vie. Cette planète, elle est magnifique, mais elle a l'air quand même fragile, toute seule, isolée dans ce cosmos noir. Et tu vois à la surface de la planète une toute petite ligne très fine, un petit peu bleutée. C'est la couche d'atmosphère. Et c'est cette couche d'atmosphère qui permet à la vie d'être présente sur Terre. Est-ce que quand tu vois la Terre de là-haut, ça te donne envie de la protéger? Cette planète Terre, elle est magnifique, elle est fragile et personne à l'extérieur ne viendra la sauver, la protéger. On y voit aussi les feux de forêt, on y voit les cyclones, on y voit les éruptions des volcans. Donc il y a déjà plein de choses qu'on appelle les catastrophes naturelles qui peuvent abîmer la Terre et ses habitants. Puis en plus, toute cette pollution que nous, les hommes, apportons. Donc effectivement, regarder la Terre par le hublot, moi ça m'a donné envie d'être encore plus responsable de tout ce que je faisais pour essayer d'éviter d'abîmer la Terre. Elle est trop belle, c'est là où il y a la vie, c'est à nous d'y être attentifs et de la protéger. Tu voudrais retourner dans l'espace? J'ai eu la chance d'aller 2 fois dans l'espace, c'est déjà beaucoup. Je sais que c'est un grand privilège. Mais si on me demandait aujourd'hui de partir m'entraîner pour une mission vers la Lune, je dirais oui. On dit jamais les 103, tu sais. Merci Nina. Mais il y a plein de jeunes astronautes aujourd'hui qui se préparent et le rôle quand on est un astronaute plus âgé, c'est de préparer le chemin pour les plus jeunes. C'est gentil quand même.
Quand t'es revenu dans ta vie normale, est-ce que ça a changé quelque chose? Oui, évidemment, ça change peut-être plus d'ailleurs comment les autres te voient. C'est pas toi vraiment qui a changé, c'est les autres qui te voient parce que tu as réalisé quelque chose dont ils ont rêvé, dont ils pensaient pas que c'était possible, et ils te posent plein de questions. Donc il faut que tu acceptes de partager, de raconter, et il faut que tu montres à quel point la science, l'ingénierie, comment tu construis les choses, ça peut apporter du mieux, ça peut faire tomber les murs de la connaissance, ça peut faire aller plus loin. Et ça, moi, j'aime bien le faire. Aller dans les écoles, parler aux petits garçons, aux petites filles, pour leur raconter qu'il y a plein de choses à découvrir, qu'on est toujours à apprendre, qu'il faut être curieux, qu'il faut poser des questions, qu'il faut apprendre, bien sûr, travailler, mais qu'il y a plein de choses à découvrir. Merci Claudie. De rien, c'était un plaisir de répondre à tes questions. Non, c'est pas ça. Je te dis merci parce que grâce à toi, je sais que les filles aussi, elles sont capables d'aller dans l'espace. Je vais te dire un secret. Les filles sont capables de tout. Au revoir, Nina. Au revoir Claudie. Tu es une reine. Tu es une reine de l'espace. On est arrivé. J'ai appris, je sais, je suis prête. Qu'est-ce que tu dis? J'ai appris, je sais, je suis prête. C'est mon entraînement pour être vétérinaire de l'espace. Mais ça n'existe pas. C'est ce qu'on verra. Les filles sont capables de tout, de tout, de tout. Retrouvez les aventures de Nina et d'autres épisodes de Quand est-ce qu'on arrive sur l'application de Radio Vinci Autoroute, le site vinci-autoroute.com ainsi que sur Apple Podcast, Deezer et Spotify.